Bienvenue dans cette émission spéciale de Smart Patrimoine, une édition spéciale dédiée à la transmission d'entreprise et au départ à la retraite du chef d'entreprise. Une émission spéciale donc autour de la transmission avec AXA Wealth Management, que vous décidiez de faire perdurer votre héritage en optant pour une transmission intrafamiliale ou bien que vous souhaitiez céder votre entreprise à un tiers. Il y a deux règles. La première, c'est évidemment d'anticiper et la seconde, c'est de choisir le bon montage financier pour optimiser la fiscalité, une fiscalité qui, on le sait, peut être mouvante dans un contexte politique et économique parfois incertain. Au sommaire de cette édition, nous commencerons par parler du rôle de l'avocat quand on parle de transmission ou de cession d'entreprise. Dans cette séquence avec Clément Rozan, avocat associé chez Rozan & Cohen, nous détaillerons aussi le puissant levier de la donation avant cession. Alors, comment transmettre son entreprise? On entrera dans le vif du sujet avec Virginie Bloas, notaire associée au sein de l'étude Lexonaute, et Benoît Berchebru, directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Astoria. On passera en revue les étapes qui précèdent le départ à la retraite du chef d'entreprise. On parlera aussi des dispositifs possibles pour anticiper au mieux et évidemment du rôle indispensable de l'ingénieur patrimonial dans cette préparation et dans cet accompagnement. Une préparation et un accompagnement qui prennent du temps et avant tout qui s'inscrivent dans le temps. Chez AXA Wealth Management, l'idée, c'est d'accompagner durablement les dirigeants et d'adopter une approche conciliant ingénierie patrimoniale, proximité et accompagnement humain. On recevra en fin d'émission Bertrand Daubat, directeur d'AXA Wealth Management. Merci à AXA Wealth Management, notre partenaire pour cette émission, et on se retrouve tout de suite. Vous connaissez sûrement le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est très certainement la phrase qui correspond le mieux au sujet de la cession d'entreprise. Nous sommes ravis de recevoir Clément Rozan, avocat associé chez Rozan & Cohen. Bonjour Clément. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, Clément, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu quel est le rôle de l'avocat dans la préparation de la transmission d'une entreprise ? Tout à fait. Alors la question est un peu large parce que déjà, il y a plusieurs types d'avocats. Il va y avoir l'avocat fiscaliste, moi par exemple, qui va réfléchir à l'architecture de la transmission. Donc est-ce qu'il y a des choses à anticiper avant la transmission, une transmission aux enfants par exemple avant la cession? Est-ce qu'on peut créer une holding? Est-ce qu'on peut créer un fonds de dotation à laquelle je vais apporter une partie des titres de ma société? Donc tout ça, c'est le rôle de l'avocat fiscaliste. Oui, et du coup, le rôle change aussi en fonction de si on veut céder son entreprise dans sa famille ou si on veut la transmettre intrafamiliale ou la céder à un tiers. Exactement. Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai un enfant qui veut reprendre ma société? Auquel cas, on aura un certain type d'architecture, du pacte du Trey ou des choses similaires. Ou est-ce que je veux la céder à un tiers? Et là, c'est encore d'autres mécanismes qui peuvent intervenir. D'accord. Donc ça, c'est le rôle de l'avocat fiscaliste. Et ensuite, on va avoir l'avocat plutôt corporate, qui, lui, va intervenir sur la cession, rédiger les contrats, négocier les clauses importantes de garantie de passif. Donc les deux avocats sont indispensables dans le cadre d'une cession. D'accord. Ouais, sont indispensables. Qu'est-ce que le dispositif de la donation avant de cession? Est-ce qu'il faut y penser? Vous parliez tout à l'heure de fonds de dotation, etc. Oui. Sur ce dispositif spécifiquement, est-ce qu'il faut y penser selon vous, Clément? Alors, la donation avant cession, d'abord, je vais prendre Détailler 30 secondes pour rappeler ce que c'est, parce que ce n'est pas non plus hyper connu. Ouais. La donation avant cession, ça consiste à donner tout ou partie de son entreprise aux enfants, ou à son épouse, d'ailleurs, ou à quelqu'un d'autre, par exemple un fonds de dotation, avant un instant de raison avant la vente. Donc ça, c'est un effet de purge de plus-value. D'accord. Et ensuite, c'est les enfants qui cèdent les parts de l'entreprise qu'on leur a données. Ils encaissent le prix de cession sans impôt. D'accord. À part les droits de donation. Donc, c'est une manière assez spectaculaire d'optimiser une plus-value de cession. Okay. Voilà. Et ça permet aussi de transmettre du patrimoine à ses enfants de son vivant pour qu'après, ils puissent acheter une résidence principale, une résidence secondaire, voire eux-mêmes créer leur propre entreprise. Donc, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je recommande systématiquement à mes clients, surtout s'ils n'ont pas encore commencé à transmettre leur patrimoine aux enfants. Mais du coup, ça, c'est vraiment uniquement dans le cadre d'une transmission intrafamiliale alors? Ça ne fonctionne pas si on veut céder à un tiers? Justement, ça combine les deux. Ah, ça veut dire que, étape 1, je donne tout ou partie de ma société à mes enfants.
D'accord. Et 2, le jour où je cède à un tiers, c'est mes enfants qui vont céder l'entreprise. Donc, c'est eux qui encaisseront le... Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, donc en fait, ça passe forcément par les enfants et ensuite, ça peut aller à un tiers. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons que j'ai 3 enfants et une entreprise qui vaut 300 000 euros. D'accord. Vraiment un exemple très simple. Soit je cède mon entreprise en direct, je vais payer ce qu'on appelle la flat tax 30%, donc je vais payer 90 000 euros d'impôts, encaisser 210 000 euros sur mon compte. Et si demain je veux retransmettre ces 210 000 à mes enfants, je peux potentiellement payer des droits de donation là-dessus. Si je fais le mécanisme de donation avant cession, c'est-à-dire que je vais donner à chacun de mes enfants un morceau de mon entreprise qui représente 100 000 euros, donc 100 000 chacun, 300 000 euros, ça me coûte 0 droit de donation, parce que vous savez que j'ai le droit de donner 100 000 euros à mes enfants tous les 15 ans. Et ensuite, le jour de la vente, c'est mes enfants qui vont vendre l'entreprise pour 300 000 euros. Et comme eux ont reçu l'entreprise pour 300 000 euros, ils payent 0 plus-value. D'accord. Et c'est eux qui encaissent 300 000 euros. Donc, je gagne 90 000 euros d'impôts et j'anticipe la transmission de mon patrimoine. C'est un mécanisme qui est hyper puissant. Bon, là, on est entré tout de suite dans la technique, pardon. Dans la technique et dans le vif du sujet. Si on réélargit un tout petit peu les grandes étapes à avoir en tête quand on veut céder son entreprise, par où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par aller voir son avocat, par exemple? Est-ce qu'on commence par en parler dans la famille? Quelles sont les grandes étapes de la succession ou de la transmission d'une entreprise? Alors, la première étape, c'est d'anticiper. À mon avis, si je peux dire ça comme ça. Donc, si on veut vendre son entreprise, généralement, c'est un projet qui va prendre plusieurs années. D'accord. Et qui peut faire intervenir plusieurs personnes. Déjà, son expert comptable. Parce que pour vendre une entreprise, parfois, il faut mettre un peu la comptabilité au carré, il faut présenter des comptes qui soient jolis, améliorer son EBITDA ou son EBE. Donc ça, c'est un vrai travail d'amont à faire avec l'expert comptable. Ensuite, évidemment, le mieux, c'est d'aller voir son avocat fiscaliste ou son notaire pour voir s'il y a des choses à anticiper. Est-ce qu'il faut créer une holding? Généralement, 3 ans avant, c'est mieux. Est-ce qu'il faut que je commence à transmettre à mes enfants? Est-ce qu'un pacte du trade est envisageable si j'ai une volonté de céder à horizon 6 ans? Donc tout ça, c'est des choses qui s'anticipent vraiment en amont. D'accord. Donc là, il faut évidemment aller voir quelqu'un, et le plus tôt, le mieux. Et si jamais le dirigeant n'a pas anticipé son départ et sa transmission d'entreprise? Alors, il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire juste avant la cession. Un apport cession à la holding, les donations avant cession dont on discutait juste avant, ça, c'est des choses qui se font juste avant la cession, une fois qu'on a une valeur d'entreprise qui est claire. Mais je peux avoir des contraintes. Typiquement, si je crée une holding juste avant la cession, ça me permet de neutraliser la plus-value. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apport cession. Par contre, ça m'impose de réinvestir 60% du prix de vente dans l'économie réelle. D'accord. Je vais devoir redévelopper des activités, je vais devoir racheter des actions de certaines sociétés. Donc, ça me donne des contraintes. Alors que si j'anticipe 3 ans avant, ces contraintes-là disparaissent. D'accord. D'ailleurs, ces contraintes-là pourraient être alourdies dans le cadre de la loi de finances. Le 60% pourrait passer à 80%. D'accord, donc ça, pour le coup, affaire à suivre sur la loi de finances 2026. C'est vrai que là, on le disait en introduction, mais le contexte est encore un peu flou. Donc, on dresse un peu une tendance globale, mais on garde en tête qu'effectivement, la loi de finances n'est pas complètement arrêtée à l'heure de cette émission. Comment les chefs d'entreprise abordent la question de la transmission? Est-ce que c'est délicat pour eux? Est-ce qu'ils sont déjà un peu partis quand ils viennent vous dire, bon, bah voilà, moi, j'aimerais céder mon entreprise? Ouais, alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ouais. Ça dépend du chef d'entreprise, ça dépend de leur configuration familiale. Il y a des dossiers très simples où le chef d'entreprise, effectivement, veut partir à la retraite. Les enfants ne reprennent pas spécialement la société. Donc là, c'est très simple. Il y a des cas plus compliqués où, là, typiquement, cette semaine, j'avais un chef d'entreprise qui va partir à la retraite, mais dans 6-8 ans. J'ai des enfants d'un premier lit, des enfants d'un second lit, un patrimoine immobilier. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener et c'est très bien qu'on soit vu 6-8 ans avant parce qu'il y a des vraies choses à faire, mais avec de l'anticipation. Donc il y a autant de réponses que de dossiers, j'ai envie de dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet délicat, surtout si j'entame une donation au profit des enfants. Là, j'ai le conjoint qui va être impliqué. Souvent, ça suppose des réunions de famille où je vais expliquer un peu aux enfants ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, on retiendra un mot d'ordre, Clément Rozan, c'est anticiper. Merci beaucoup, Clément Rozan. Vous êtes donc avocat associé chez Rozan & Cohen. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence.
Nombreuses sont les étapes à anticiper dans la vie d'un chef d'entreprise, mais s'il y en a bien une à ne pas négliger, c'est celle de la préparation, de la transmission ou de la succession. Dans cette table ronde, on va donc détailler les bonnes pratiques à adopter avec Virginie Bloaz. Vous êtes notaire associée chez l'Exonaute. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Benoît Berchebru, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Astoria. Alors, je vous propose de commencer avec vous, Virginie. Comment est-ce que vous intervenez auprès des chefs d'entreprise avant leur départ à la retraite et pendant et peut-être même après? Alors, s'agissant de la problématique de la transmission, en tant que notaire, on accompagne les chefs d'entreprise sur la matérialisation de l'acte de transmission, que ce soit une donation, donc une transmission anticipée, ou la transmission subie dans le cadre d'un décès, où on intervient dans la régularisation des déclarations de succession. D'accord. À l'étude, on a aussi une approche d'anticipation et on accompagne le chef d'entreprise dans la réalisation de crash tests successoraux. Comment ça se passe? Attention, c'est une marque déposée. N'essayez pas, Benoît, de nous la piquer. Le crash test successoral, c'est un outil qu'on a mis en place à l'étude dans lequel on va analyser les conséquences patrimoniales, civiles, fiscale du décès du chef d'entreprise pour essayer de l'alerter sur les actions à mettre en place pour améliorer sa situation, à la fois d'un point de vue civil, qui a quoi, et fiscal, combien ça coûte. Et donc, avant de passer avec vous, Benoît Berchebru, le crash test, en fait, c'est un outil d'anticipation. Donc, il faut quand même le faire assez tôt dans la vie du chef d'entreprise. Effectivement, c'est un outil d'anticipation qu'on met en place quand le chef d'entreprise commence à se poser la question de la transmission. Ok. Benoît Berchebru, quel est le rôle, donc on a évoqué le rôle du notaire avec Virginie, quel est le rôle de l'ingénieur patrimonial et, donc dans une transmission d'entreprise? Et est-ce que c'est obligatoire d'avoir un ingénieur patrimonial en plus du notaire, de l'avocat? Et comment vous venez en aide concrètement à ces dirigeants qui veulent céder leur entreprise? Alors souvent, on parle d'interprofessionnalité entre le notaire, l'avocat, l'ingénieur patrimonial. C'est complémentaire. C'est parfaitement complémentaire. Il ne faut pas tant les opposer, puisque finalement, quand Virginie parle de crash test sur les aspects civils, fiscaux, on le fait également. Simplement, les notaires, les avocats, c'est des professions réglementées. Et en fait, nous, on va apporter dans l'accompagnement, je sais pas, constitution de société holding avec pacte Dutreil. Donc, les pactes Dutreil, on serait capable, nous, de les rédiger en tant qu'ingénieurs patrimoniaux, mais on ne le fait pas. Donc, pacte Dutreil, c'est pour une cession intrafamiliale, on rappelle, c'est ça, Benoît? Pas forcément. D'accord. On crée une société holding où on met le pacte Dutreil sur un SARL, une activité commerciale. Et donc, du coup, on va transmettre une entreprise avec 75% de droits. Donc, on parle souvent de transmission intrafamiliale, mais les enfants ne sont pas forcément repreneurs. Parce qu'on fait des opérations avec des MBO, des LBO, etc. Et donc, du coup, quand il y a un enfant qui n'est pas repreneur et qu'il y a des salariés qui vont reprendre l'entreprise, en fait, on les fait monter dans le top management. Ils vont avoir quelques actions de la société et donc ils vont participer à la signature du pacte Dutreil. Et ensuite, on va se faire accompagner par les notaires, les avocats pour la rédaction des statuts de la société holding, la rendre animatrice et derrière instrumentaliser justement le pacte Dutreil, parce qu'avec 75% d'abattement, comme il y a un gros avantage fiscal, il faut quand même il faut très sécuriser le rédactionnel, parce que l'administration fiscale est très regardante là-dessus, notamment quand on intervient sur des sociétés holding animatrices. Et donc là, encore une fois, il faut être plusieurs à regarder, à avoir sa pratique pour sécuriser au maximum le montage. Donc là, vous évoquiez le pacte Dutreil, Virginie Bloaz. Quels sont les autres dispositifs souvent utilisés, lesquels vous voyez parfois revenir en tant que notaire dans une transmission d'entreprise? Alors, le pacte Dutreil, c'est le dispositif le plus utilisé. Voilà. Ouais. C'est celui à côté duquel il ne faut pas passer et les clients en ont généralement connaissance. D'accord. Il y a un dispositif un peu plus confidentiel qui s'adresse non pas aux générations de créateurs, mais aux générations qui ont déjà bénéficié d'une transmission d'entreprise. C'est la donation-partage transgénérationnelle. D'accord. Donc, si vous êtes vous-même en possession de titres d'une société qui proviennent d'une transmission dont vous avez bénéficié de la part de vos parents et que vous vous posez à votre tour la question de la transmission à vos propres descendants, eh bien, vous pouvez bénéficier du dispositif transgénérationnel et transmettre ces titres-là à vos enfants avec l'intervention de vos parents en bénéficiant d'un régime fiscal de faveur.
Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs souvent utilisés, Benoît Berchebru? Dans la séquence juste avant, on a parlé de l'apport-cession et de la donation avant cession notamment. Est-ce qu'il y en a d'autres au-delà du trade transgénérationnel et donation avant cession, apport-cession, etc. Souvent, aujourd'hui, on dit que si je n'ai pas ma holding à 50 ans, j'ai raté ma stratégie patrimoniale et ma vie patrimoniale. Attention, parce qu'on rappelle que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, lorsque j'ai créé mon entreprise et que mon entreprise avait moins de 10 ans, ce qu'on appelle le dispositif PME de moins de 10 ans, quand je vais vendre mon entreprise, je vais pouvoir bénéficier d'un abattement de 85%, dès lors que je détiens les titres depuis au moins 8 ans. Et souvent, il y a des personnes qui vont aller s'encapsuler dans les sociétés holding, ils vont tout apporter parce qu'ils se disent je suis en report d'imposition quand je vais dans la société holding. Ces gens-là, malheureusement, on va les retrouver 10, 15 ans, 20 ans après en leur disant je suis parti, les titres valaient 2 millions d'euros avec la revalorisation et l'aide qu'on va leur apporter sur les placements. 10 ans après, ça peut valoir 3 millions, 5, 4 millions. Et la question qui va se poser, c'est comment je fais pour sortir le cash de cette société? Comment je fais pour optimiser les droits de succession? Parce que finalement, je suis parti de 2, ça vaut 3,5, je décède. Si je n'ai pas anticipé, il y a 3,5 qui seront taxés, sous réserve que je n'ai pas mis de pack du trade, etc. en place. Donc souvent, c'est se dire, au lieu d'aller s'embêter à apporter les titres dans une société holding, parce qu'une société holding, c'est utilisé pour faire du remploi. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres stratégies. Et on le voit avec la taxe de 2%, aujourd'hui, sur le projet de loi de finances, que ça passe ou pas, on sent bien que c'est très regardé. Donc souvent, il faut se dire, vaut mieux finalement ne pas faire la société holding, vendre avec 85% d'abattement, plus les prélèvements sociaux à 17,2, et repasser dans le patrimoine privé. Parce que dans le patrimoine privé, on peut faire plus de choses que dans le patrimoine professionnel. On peut faire des donations, partage, du démembrement, on peut faire des présents d'usage. Présents d'usage, je rappelle, somme modique pour des événements particuliers. Comme un cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Exactement. Voilà, le cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Et c'est 2,5% du patrimoine. Pour faire simple. Donc, sur des patrimoines à 5 millions, 10 millions d'euros, ça fait quand même un petit paquet d'argent qu'on peut transmettre sans déclaration chaque année. Oui, donc on retient ce que vous dites, Benoît, c'est que vraiment le mot d'ordre, c'est l'anticipation. À quel âge, est-ce qu'il y a un âge, Virginie Bloas, où il faut commencer à y penser? Est-ce qu'il y a un âge un peu fatidique, par exemple 50 ans, ça y est, il faut penser à sa transmission d'entreprise, 60 ans, et est-ce que vous constatez que les chefs d'entreprise qui commencent à y penser sont déjà un peu partis? Est-ce que c'est compliqué à évoquer avec vous? Et quelle est la place, donc il y a beaucoup de questions en une, mais de l'émotionnel et comment vous gérez ça dans votre étude? Alors, s'agissant de l'âge, donc on parlait de la holding à 50 ans. Ouais. L'âge de la transmission, ça dépend ce qu'on entend par transmission. Si on voit la transmission comme une anticipation fiscale et patrimoniale, donc on transfère son actif à ses enfants pour leur éviter d'avoir un poids d'impôt trop fort ça au moment de très la tôt, succession, dès que la liste des enfants est exhaustive, on anticipe sa transmission. Voilà. Là, la prime est donnée à ceux qui transmettent le plus tôt possible parce qu'ils vont bénéficier d'une assiette réduite. D'abord parce qu'ils vont généralement se retenir un usufruit sur les titres qu'ils transmettent. Et plus on est jeune, plus l'usufruit a de la valeur et donc moins la transmission est taxée. Ensuite, parce qu'ils bénéficient d'une fiscalité qui est définitivement acquittée à la date de la donation. S'il y avait des changements législatifs, s'il y avait un durcissement de la charge sur l'impôt de transmission, donc ça n'est pas rétroactif. L'impôt sur les donations est définitivement acquitté à la date de la donation. Donc là, si moi je transmets, si j'ai commencé à transmettre mon entreprise il y a 5 ans, le projet de loi de finances 2026 ne pourra rien faire sur ce que vous avez déjà transmis. D'accord. Voilà. Et ensuite, quand on transmet en 2025 et qu'on décède en 2050, toute la plus-value prise par l'entreprise entre 2025 et 2050 est acquise par les enfants sans fiscalité complémentaire. D'accord. Donc, voilà, l'anticipation, elle peut se faire dès que la liste des enfants est définitive. Et un mot rapide sur la place du coup émotionnelle. Est-ce que c'est compliqué à gérer dans votre étude? Est-ce que ça prend quand même une certaine place? Alors, ça prend une place importante, surtout chez les générations de créateurs. Donc, ceux qui ont créé l'entreprise, qui ont grandi avec cette entreprise qui est un peu considérée comme leur enfant, ont du mal à s'en détacher et se posent un peu la question de le sens
leur sens, le sens de leur existence, si ils se défendent de cette entreprise. Et on constate qu'il y a beaucoup de transmissions qui se font de la part de cette génération 1 sans qu'il y ait de véritable passage de flambeau. Donc, on transmet les titres, on transmet parfois un pouvoir sur le papier, en fait, un mandat social, sans qu'il y ait véritablement de transfert des clés de l'entreprise à la génération suivante. En revanche, quand on s'adresse à une génération de repreneurs qui a elle-même déjà bénéficié d'une transmission, ils sont plus sensibilisés à ces problématiques. Ils se considèrent généralement comme des passeurs, avec un vrai souhait d'anticiper la problématique fiscale de la transmission pour que cette question ne se pose plus et qu'elle ne soit plus un frein à la gestion de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup Virginie Bloaz, vous êtes notaire associée chez l'Exonaute et merci Benoît Berchebru, vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Astoria. Merci à tous les deux et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence. Nous sommes ravis de recevoir Bertrand Daubat. Vous êtes le directeur d'AXA Wealth Management. Bonjour Bertrand. Ravi Pauline. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge des activités de gestion de patrimoine du groupe également, en plus d'être le directeur d'AXA Wealth Management. Chez AXA, vous êtes soucieux d'accompagner durablement les dirigeants et vous adoptez une approche conciliant donc ingénierie patrimoniale, proximité et accompagnement humain. Est-ce que c'est bien ça, Bertrand? Est-ce que j'ai rien oublié pour commencer? C'est exactement ça. C'est ce qui nous guide depuis de nombreuses années. Donc on parle, Bertrand Daubat, beaucoup de la grande transmission à venir, à la fois des patrimoines et des entreprises. Quelle ampleur ça représente concrètement et pourquoi ce sujet devient stratégique aujourd'hui? C'est vrai que c'est un mouvement historique. Historique à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. Et on va prendre quelques exemples chiffrés. Bien sûr. 9 000 milliards d'euros vont changer de main d'ici 2040. Alors 2040, c'est à la fois loin, mais pas si loin que ça. Et d'ici 2030, il y aura plus de 500 000 chefs d'entreprise qui auront d'une manière ou d'une autre arrêté leur activité. C'est vrai que ça va aller vite parce que 2030 dans 5 ans, 2040 dans 15 ans, ça va arriver assez rapidement aussi, Bertrand. C'est clair qu'il y a vraiment une bascule générationnelle. D'accord. Et on a collectivement une obligation d'accompagner ce transfert. C'est absolument stratégique pour, à minima, pérenniser le tissu économique local, parce que tout ça se décline localement. Et justement, parce que c'est stratégique, AXA Wealth Management accompagne ce chef d'entreprise. Il l'accompagne à travers les réseaux, dans une logique de proximité, nos réseaux propriétaires, je citerai nos agents généraux, nos réseaux salariés, mais aussi avec les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, avec qui nous travaillons régulièrement, pour justement accompagner cette transition. Et comment on explique justement la grande transmission? Pourquoi il y a une grande transmission à venir, Bertrand? Parce qu'en fait, c'est une bascule générationnelle. D'accord. C'est qu'on a toute une génération qui va partir, qui va passer la main. D'accord. Et effectivement, il y a eu beaucoup de développement de ce tissu industriel, économique, à travers le développement des PME, des TPE. Et évidemment qu'à un moment, cette transmission, elle arrive. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est d'accompagner cette transition. Et oui, 2040, c'est loin, mais c'est à la fois très court, parce que tout ça s'organise. Donc, vous évoquiez tous les enjeux d'accompagnement chez AXA Wealth Management. Et plus largement, AXA France aussi, comment plus précisément vous accompagnez ces dirigeants dans cette démarche de départ? La démarche, elle est évidemment globale. Ouais. Évidemment, mais elle se conjugue à la fois avec un sujet d'ingénierie patrimoniale. Bien sûr. Parce que des questions autour juridiques, civiles, fiscales, évidemment, c'est des questions auxquelles ces chefs d'entreprise doivent trouver une réponse. Et puis, il y a tout un volet économique, parce qu'une fois qu'on a vendu, il faut bien voir comment on utilise le fruit de cette vente, donc de saisir toutes les opportunités. Comment on l'investit, etc. Après le départ à la retraite aussi. Exactement, en termes de support, en termes d'outils, en termes d'allocation, de saisir les opportunités de marché, mais on en reparlera. Et puis, une conviction profonde, c'est évidemment la notion de proximité. La proximité qui doit absolument exister entre les interlocuteurs, nos réseaux de distribution, les conseillers en gestion de patrimoine et le client final. Et pour AXA France, c'est particulièrement important. Et en moyenne, un Français a un conseiller AXA à moins de 6 km de chez lui. Donc, c'est vraiment quelque chose... L'ancrage local, c'est une conviction profonde,
parce que justement, cette proximité, elle permet aussi d'avoir une très bonne connaissance de ce chef d'entreprise et de tisser une confiance qui est absolument indispensable pour accompagner ce chef d'entreprise dans le temps. Et dans toutes les étapes, si je retiens un peu ce que vous venez de dire, Bertrand Daubat, vous accompagnez le chef d'entreprise avant, pendant et après pour la réalisation d'investissements financiers, de saisir les opportunités du marché, on y reviendra. Mais avant tout, la transmission d'entreprise, c'est une aventure humaine, Bertrand. Est-ce que vous diriez que c'est parfois un sujet même psychologique avant d'être un sujet financier pour les chefs d'entreprise? Alors, en fait, je pense que c'est les deux. D'accord. C'est évidemment un sujet psychologique parce que transmettre, vendre, c'est quelque part fermer un chapitre de sa vie professionnelle. Et donc, surtout quand on a créé l'entreprise soi-même, par exemple. Clairement, quand on l'a créée, on y a passé énormément de temps. D'énergie. De l'énergie, de l'investissement. On y a peut-être même fait des sacrifices pour le développer. Donc, fermer ce chapitre est un moment absolument clé dans la vie de ce chef d'entreprise. Et qui peut être compliqué parfois, j'imagine, pour lui. À la fois compliqué, et puis en plus, il a la difficulté, c'est de se projeter dans la vie d'après. Et c'est ça. Et donc, on doit absolument accompagner cette période sur un plan humain, et puis évidemment financier, parce qu'on a une vie en tant que chef d'entreprise, on a un niveau de vie, on a des ressources, et l'enjeu, c'est de faire en sorte que la deuxième vie, elle soit au moins aussi agréable que la première, et donc évidemment les sujets autour des allocations financières, des bons choix d'investissement, des bonnes enveloppes, c'est absolument clé pour trouver les opportunités de marché, les saisir et trouver la bonne adéquation entre la manière dont on se projette dans cette deuxième vie et la manière dont on nous propose les solutions financières pour faire en sorte que cette deuxième vie soit la plus agréable possible. Et en fait, si on devait résumer ça en 3 mots, c'est clairement anticiper. Oui. Il y a vraiment ce sujet d'anticipation pour faire en sorte que ce moment soit le plus agréable, structurer et mettre en œuvre. Les scénarios de transmission sont multiples, donc transmission familiale, intrafamiliale, transmission cession à un tiers, ouverture du capital. Comment est-ce que vos équipes chez AXA Wealth Management s'adaptent à cette diversité et à ce champ des possibles, j'ai envie de dire? Alors c'est vrai que les sujets sont tout à fait différents entre une transmission familiale, une cession à un tiers, une vente à un fonds d'investissement. Évidemment que les sujets sont divers. En fait, on va faire 3 choses. La première, on va s'appuyer sur des équipes régionales qui ont une expertise pluridisciplinaire et qui ont donc l'habitude de travailler tous ces sujets de diversité, que ça soit des... Vous disiez au début sur l'ancrage local aussi, j'imagine que ça a un lien là-dessus. Clé. Clé. Cette proximité, cet ancrage local, il est clé. Le deuxième sujet, c'est que évidemment, on s'appuie aussi sur des équipes qui ont une expertise spécifique sur des thématiques et qui sont donc capables d'orchestrer toute cette organisation. Et puis, on s'appuie aussi sur tous les conseils de ces chefs d'entreprise qui les accompagnent au quotidien. On a l'habitude de parler du premier cercle. Je parle évidemment des avocats, des experts comptables, des juristes qui accompagnent ces chefs d'entreprise. Et nous, on essaye de rentrer dans cet écosystème pour faire en sorte que la réponse soit la plus claire et aussi donner des grilles de lecture à ce chef d'entreprise pour comprendre les enjeux, les solutions et avoir une grille d'analyse objective. Merci beaucoup Bertrand Daubat, vous êtes le directeur d'AXA Wealth Management. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci donc à AXA Wealth Management, notre sponsor pour cette émission. Vous pourrez retrouver le dossier papier complet dans notre magazine Décideur Patrimoine sur l'édition de novembre 2025. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat en production d'émission, à Charles Gratel en réalisation et à Paul Sanchez au son. Merci à tous, à très vite.